Je me tenais là, au tribunal, essayant de ne pas pleurer, pendant que l'avocate de mon ex-mari me mettait en pièces, sous les yeux du juge. Elle est fauchée. Elle n'a même pas les moyens de s'offrir un logement, ni de la nourriture ou des vêtements décents pour les enfants, a-t-elle dit, avec un sourire narquois. Pourquoi devrait-elle en avoir la garde? J'ai serré la mâchoire, et je suis restée silencieuse. Je sentais mes mains trembler. Je ne voulais pas leur donner la satisfaction de me voir m'effondrer. Le juge hochait lentement la tête, comme s'il était d'accord. À cet instant, j'ai eu l'impression que l'air était aspiré, hors de ma poitrine. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à mes enfants, Lucas et Aria. Que se passerait-il s'ils m'étaient enlevé, et confié à un homme, qui ne se souciait que du contrôle et des apparences? Je ne pouvais pas me payer un avocat comme le sien. Je ne pouvais rien me payer, en réalité. Je tenais à peine le coup. Mais j'étais là. Je m'étais présenté, et je faisais tout ce que je pouvais, pour mes enfants. Puis, juste au moment où je me sentais glisser dans cette panique silencieuse, celle où votre corps est immobile, mais où vos pensées hurlent. Mon fils de 7 ans s'est levé. « Maman » a-t-il dit, d'une voix assez forte pour que toute la salle l'entende. « Est-ce que je peux montrer au juge la lettre que j'ai trouvée dans le coffre-fort de papa ?» La pièce s'est figée. Tout le monde s'est retourné. Derek s'est raidi. Son avocate a cligné des yeux, comme si elle venait d'être giflée. Même le juge s'est arrêté, au beau milieu de sa phrase. Je ne savais pas de quelle lettre Lucas parlait. Mon cœur battait à tout rompre. Il n'avait jamais parlé d'une lettre, mais j'ai hoché la tête. Et alors qu'il marchait vers la barre, avec ce bout de papier plié dans sa petite main, tout a changé. Je n'ai pas toujours été le genre de femme, assise dans un tribunal, ayant peur de parler. Autrefois, j'avais confiance en moi. J'avais un travail que j'aimais, des amis. Je riais, avec des rêves qui semblaient réels. Mais quand j'ai épousé Derek, les choses ont changé, d'abord lentement, puis tout d'un coup. Il n'a pas toujours été cruel. Au début, il était charmant, généreux, et convaincant. Il m'a dit que je n'avais pas besoin de travailler. Il a dit que je devais rester à la maison, élever les enfants, et le laisser gérer l'argent. « Tu en as assez fait » a-t-il dit un jour. « Tu mérites de te reposer. » Je n'ai pas réalisé ce à quoi je renonçais, quand j'ai accepté. Mon indépendance, ma voix, mon filet de sécurité. Je suis devenu invisible, dans ma propre vie. Après la naissance de notre fille, Aria, Derek a commencé à changer. Il était toujours fatigué, toujours critique. Chaque euro que je dépensais, était remis en question. Si j'achetais des couches sans vérifier le prix en promotion d'abord, j'avais droit au silence, pendant des heures. Si je parlais de reprendre le travail à temps partiel, il me rappelait que je n'avais pas de CV récent, où il disait « Nous n'avons pas besoin de ton aide. Nous avons besoin que tu sois une bonne mère. » Au moment où il est parti, je n'avais plus rien. Pas d'économie, pas d'avocat, personne de mon côté, à part mes enfants. Il a coupé l'accès au compte joint, et a emménagé avec quelqu'un d'autre. Il a engagé un avocat, immédiatement. Je ne pouvais même pas m'en offrir un. Je suis allé à la clinique juridique gratuite, au tribunal de comté, et j'ai fait la queue pendant 2 heures. Je tenais un dossier, plein de reçus et de photos de mes enfants, mangeant des macaronis en boîte sur des essuie-tout, parce que nous n'avions pas de vaisselle propre. Notre appartement était petit. Je faisais 2 boulots de ménage, au noir, juste pour pouvoir payer le loyer. Nous n'avions ni le câble, ni Internet. J'utilisais un téléphone prépayé, et j'espérais que le forfait ne s'épuiserait pas, si l'école devait m'appeler. Je lavais parfois les vêtements de mes enfants, à la main, dans la baignoire. Le chauffe-eau fonctionnait à peine, alors je faisais bouillir de l'eau sur la cuisinière, et je la mélangeais dans des seaux. Lucas ne se plaignait jamais. Aria fredonnait de petites chansons, pendant que je frottais ses chaussettes. Je n'ai dit à personne à quel point la situation était grave, pas même à ma mère. J'avais trop honte. Elle m'avait mise en garde contre Derek, il y a des années. Elle disait qu'il regardait les gens, comme s'ils étaient des transactions. Mais j'étais trop amoureuse, à l'époque, pour écouter. Quand le jour du tribunal est arrivé, j'étais terrifiée. Derek avait demandé la garde exclusive. Il prétendait que j'étais inapte. Il disait, elle est instable, pauvre, incapable d'offrir une belle vie. Son avocate a été brutale.
Ils ont apporté des tableaux financiers, et des photos de sa magnifique maison. Ils portaient des costumes hors de prix, et souriaient, comme si tout était déjà décidé. Je suis entré dans la salle d'audience, avec une robe empruntée, un blazer de seconde main, et une chemise en plastique. Celle-ci contenait des livrets scolaires, des feuilles de présence, et une lettre de notre propriétaire, confirmant que je n'avais jamais raté un paiement. Je savais que ce n'était pas suffisant, mais je devais essayer. Pour Lucas, pour Aria. Ce matin-là, Lucas me tenait la main, pendant que nous montions les marches du tribunal. « Est-ce que ça va aller ?» a-t-il demandé. J'ai souri, mais mon sourire semblait fragile. « Oui, mon bébé. Ça va aller. » Mais je n'en étais pas sûr. Je n'étais sûr de rien. Tout ce que je savais, c'est que j'aimais mes enfants. Je savais ce que c'était de se priver, et de les faire passer en premier malgré tout. Je savais ce que ça faisait, de pleurer silencieusement dans la salle de bain, après l'heure du coucher, pour qu'ils ne me voient pas. Je savais à quel point je travaillais dur, pour que leur petit monde se sente en sécurité, alors que tout autour de nous tremblait. À l'intérieur de la salle d'audience, je me suis assise, bien droite et immobile. J'observais Derek, qui évitait mon regard. J'écoutais, pendant que son avocate énumérait, tout ce que je n'avais pas. D'argent, de logement stable, de moyens de transport fiables. Elle a dit, son fils porte des chaussures d'occasion, trouées. Le professeur de sa fille dit, qu'elle saute parfois le petit déjeuner. Ce n'est pas de la négligence. C'est de la pauvreté. Et la pauvreté n'est pas un crime, mais c'est un risque. J'avais envie de hurler. Je voulais demander, où étiez-vous, quand je sautais le dîner, pour m'assurer qu'il resterait assez de céréales? Où étiez-vous, quand je vendais mon alliance, pour acheter des manteaux pour l'hiver? Mais je suis restée silencieuse. J'avais appris qu'au tribunal, la colère ne ressemble pas à de la force. Elle ressemble à de l'instabilité. Le juge a hoché lentement la tête, comme si chaque accusation prenait tout son sens. Mon cœur s'est serré, et, juste au moment où je sentais que je n'allais pas survivre au reste de l'audience, j'ai senti cette petite traction, sur ma manche. Lucas, mon garçon si doux, si courageux. Il a levé les yeux vers moi, avec de grands yeux ouverts, et a murmuré, « Maman, est-ce que je peux dire quelque chose au juge ?» La salle d'audience a semblé plus froide, à la seconde où l'avocate de Derek a commencé à parler. Carlene marchait avec la confiance de quelqu'un qui avait fait ça 100 fois, et qui s'attendait à gagner, encore une fois. Elle se tenait droite, la voix forte et tranchante, alors qu'elle exposait sa version de ma vie. Une version dépouillée de toute vérité, une version conçue pour humilier. Elle n'a pas d'emploi stable. Elle reçoit une aide financière irrégulière. Son appartement est un logement temporaire. Les enfants méritent mieux qu'une mère qui peut à peine les nourrir. Je n'ai pas regardé Derek. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais déjà imaginer son visage. Vide, détendu, regardant la scène se dérouler, comme s'il n'avait rien à voir là-dedans. Comme si ma ruine financière n'avait pas été soigneusement orchestrée par lui. C'était lui qui avait vidé notre compte joint quelques jours avant de partir. C'était lui qui refusait d'aider pour les factures, à moins que cela ne le fasse bien paraître devant ses parents. Mais rien de tout cela n'avait d'importance dans cette pièce. La seule chose que le juge avait devant lui, c'étaient les tableaux et les photos fournis par Derek. Des images de sa maison immaculée, de son frigo plein à craquer, et des brochures d'école privée. Carla feuilletait ses documents, avec un rythme tranquille, et en a sorti mes relevés bancaires. Elle les tenait en l'air, comme s'il s'agissait de linge sale. Votre honneur, comme vous pouvez le constater, mon client offre un environnement sûr et constant. Les enfants ont leur propre chambre, des repas réguliers, une nounou. Pendant ce temps, Madame Marot n'a aucun revenu déclaré. Aucun employeur vérifié. Elle est en retard sur ses factures d'électricité, et a reçu un avertissement, pour un retard de loyer en février. Ce n'est pas une situation sûre ou stable, pour 2 jeunes enfants. J'ai senti mon visage s'empourprer. Elle n'a pas mentionné le fait que j'avais accepté tous les emplois possibles. Je faisais souvent des ménages payés en espèces, car un travail déclaré n'était pas une option, avec 2 enfants et aucun mode de garde. Elle n'a pas mentionné que l'avertissement pour le loyer avait été réglé en quelques jours, ou que j'avais vendu tout ce que j'avais de valeur, pour garder de la nourriture dans le frigo. Le juge n'a pas parlé tout de suite.
Il s'est adossé à son fauteuil, baissant les yeux vers les papiers, comme s'il confirmait ce qu'il croyait déjà. À savoir, que je faisais des efforts. Mais faire des efforts ne suffisait pas. Je voulais me défendre, pour tout expliquer, mais je savais aussi de quoi cela aurait l'air. On m'avait prévenu de ne pas interrompre, de ne pas avoir l'air sur la défensive, de ne pas trop pleurer, et de ne pas paraître trop froide. Alors, je suis restée là, assise, silencieuse, embarrassée, brûlant de honte et de frustration. Mes doigts s'enfonçaient dans le bord de mon siège. Je gardais les yeux fixés sur les enfants, assis sagement à côté de moi. Aria dessinait sur un bout de papier brouillon, avec un crayon mal taillé. Lucas regardait Derek, les yeux plissés. Puis, Carla a prononcé la phrase qui a coupé plus profondément que toutes les insultes qu'elle avait lancées jusqu'à présent. Pourquoi obtiendrait-elle la garde des enfants, si elle n'a même pas les moyens de s'occuper d'eux? Cela a résonné dans mon esprit. Pourquoi devrais-je les obtenir? J'ai retenu les larmes, qui pressaient derrière mes yeux. Je savais que ma réalité n'était pas impressionnante sur le papier. Je n'avais pas de vêtements neufs pour eux. Je n'avais pas les moyens de leur offrir de beaux déjeuners, ou des cours de danse classiques. Mais j'étais là, tous les soirs. C'était moi qui brossais leurs cheveux, qui vérifiais qu'il n'y avait pas de monstres sous leur lit, et qui veillait tard, pour coudre à la main des écussons sur leurs vestes, parce que je ne pouvais pas en acheter de nouvelles. Rien de tout cela ne comptait, pour le tribunal. Seuls les chiffres comptaient. Des chiffres, que je n'avais pas. Le juge m'a regardé, les yeux lourds de doute. Il a ouvert la bouche, comme s'il s'apprêtait à parler, quand je l'ai senti. Cette petite traction, sur mon bras, à nouveau. Lucas. Il a murmuré, « Maman, est-ce que je peux montrer au juge la lettre que j'ai trouvée dans le coffre-fort de papa ?» Au début, je n'ai pas compris. Quelle lettre? Je l'ai dévisagée, confuse, jusqu'à ce qu'il tire un papier plié, de la poche de son manteau, et le tienne en l'air. Mon estomac s'est noué. Je ne savais pas ce que c'était, mais quelque chose, dans la posture de Derek, a changé. Il s'est redressé. Les yeux de Carla se sont rivés sur le papier. « Lucas, qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, doucement. Il ne m'a pas répondu. Il a regardé le juge. « Est-ce que je peux vous donner ça ?» a-t-il demandé. Le juge a eu l'air surpris, mais il a hoché la tête. « Apporte-le ici. » Lucas s'est avancé, petit mais assuré. Il est passé devant la rangée de costumes élégants et de regards ébahis, et a remis la lettre au juge, à deux mains. La pièce a plongé, dans un silence étrange et pesant. Je pouvais voir Derek commencer à transpirer. Carla s'est tournée vers lui, chuchotant quelque chose rapidement, sa confiance vacillant, pour la première fois. Le juge a déplié le papier. J'ai regardé ses yeux, balayé les mots. Son expression a changé lentement. De la confusion, puis une prise de conscience, puis quelque chose de plus tranchant. Il a levé les yeux, directement vers Derek. « Monsieur Marot » a-t-il dit. « Voudriez-vous expliquer ceci ?» Au moment où le juge a prononcé ces mots, la température, dans la salle d'audience, a semblé changer. Les yeux de Derek se sont écarquillés. Il a ouvert la bouche, mais n'a rien dit. Carla s'est penchée vers lui rapidement, chuchotant à nouveau. Mais cette fois-ci, sa voix portait une pointe d'urgence. Quoi qu'il y ait eu décrit sur ce bout de papier, cela avait ébranlé leur certitude. Je me suis penché en avant, le cœur battant à tout rompre, essayant de lire, sur le visage du juge. Il tenait la lettre à deux mains, et la regardait à nouveau, les sourcils froncés. Puis, il l'a lu, à voix haute. À l'attention de Derek Marot, de la part d'Elbecker, expert comptable. Objet, bouclier financier stratégique, préparation au divorce. Puis il a fait une pause, jetant un coup d'œil à la salle, avant de regarder à nouveau Derek. Il s'agit d'une lettre de stratégie financière, datée de 3 mois avant le dépôt de votre demande de divorce. Elle détaille les instructions, pour ouvrir des comptes à l'étranger, transférer des actifs vers des sociétés écrans, et minimiser les revenus déclarés. Tout cela dans le but d'influencer les procédures de garde, et de pension alimentaire. Elle inclut la phrase, je cite, « Conservez la garde principale si possible, mais, au minimum, assurez-vous qu'elle ait peu de motifs de recours en justice, en paraissant financièrement stable. » Et moralement irréprochable. Il a arrêté de lire.
Le silence dans la salle n'était pas seulement calme, il était suffocant. Tous les regards étaient maintenant tournés vers Derek. Même Carla avait l'air stupéfaite. Elle a tourné lentement la tête vers lui, en murmurant quelque chose qui ressemblait à « Est-ce que c'est vrai ?» Je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. J'étais figé, entre l'incrédulité et une sorte de rage silencieuse, qui n'avait aucune échappatoire. Je m'étais douté de certaines choses. Je savais que Derek était calculateur, froid quand il s'agissait d'argent, et impitoyable, quand il voulait obtenir quelque chose. Mais de le voir par écrit, d'entendre un juge le lire à voix haute, devant mes enfants. C'était quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Le juge a abaissé la lettre, et l'a posée soigneusement sur le bureau, devant lui. Puis, il a regardé Derek et a dit, « Vous avez intentionnellement induit ce tribunal en erreur. Vous avez tenté de manipuler l'issue de cette procédure, par le biais d'une tromperie financière. Cette lettre est une tentative directe d'utiliser la richesse et la malhonnêteté calculée pour priver vos enfants de l'accès à leur mère. » Derek s'est levé brusquement. Cette lettre est ancienne. Elle n'a pas été utilisée. Ce n'est même pas « Asseyez-vous, monsieur Marot », a rétorqué le juge. L'autorité dans sa voix a fait sursauter tout le monde. Aria a levé les yeux de son dessin et a cherché ma main. J'ai passé mon bras autour d'elle, sans détourner le regard du juge. Il a ramené son attention sur moi. « Madame Marot, étiez-vous au courant de cette lettre, avant aujourd'hui ?»« Non, votre honneur », ai-je répondu. « C'est la première fois que je la vois ou que j'en entends parler. »« Et votre fils, l'a trouvée ?» J'ai hoché la tête, la gorge serrée. « Oui, il n'en avait jamais parlé, jusqu'à maintenant. » Lucas a alors levé les yeux vers moi. Je me suis dit que ça pourrait t'aider. Je l'ai trouvé, quand je cherchais ma tablette, chez papa. Je ne voulais attirer d'ennui à personne, mais je ne voulais pas qu'on perde. Le juge l'a fixé, pendant un long moment. Puis, quelque chose s'est adouci, dans son expression. « Tu as fait ce qu'il fallait, jeune homme, » a-t-il dit. Il s'est retourné vers Carla Den. « Je vais examiner ce document dans son intégralité, et suspendre cette audience, pour une enquête officielle sur la conduite financière de monsieur Marot. En attendant, la garde principale restera à madame Marot, avec une suspension temporaire du droit de visite de l'accusé. Jusqu'à ce que cette affaire soit résolue. » Les mots ont fait leur chemin, lentement. Je les ai entendus, mais mon corps n'a pas réagi, tout de suite. C'était comme si mon cerveau avait besoin d'un instant, pour s'assurer que je ne les avais pas imaginés. Quand ils ont finalement été intégrés, j'ai senti mes genoux trembler. Je me suis rassise lourdement, serrant mes deux enfants dans mes bras. Carla Den est restée silencieuse. Les lèvres pincées, les bras croisés serrés. Elle n'a pas protesté. Elle ne le pouvait pas. Le mal était fait. Derek n'a pas dit un mot de plus. Après que le juge a quitté la salle, l'huissier a levé la séance. Je suis restée assise, les bras enroulés autour de mes enfants, comme s'ils étaient la seule chose qui manquerait au sol. Lucas s'est penché vers moi et a murmuré, « J'ai fait une bêtise. »« Non, mon bébé, » ai-je dit. « Tu nous as sauvés. » Il a hoché la tête une fois, et n'a rien ajouté. Il n'en avait pas besoin. J'ai enfin compris quel genre de force il faut à un enfant pour porter un tel fardeau. Et j'ai réalisé autre chose. Le combat n'était pas terminé. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que la vérité avait une vraie chance. Je suis sorti du tribunal ce jour-là, en tenant la main de mes enfants, sentant à peine le sol sous mes pieds. Mes jambes bougeaient, mais mon esprit était ailleurs. Je n'arrêtais pas de repasser les mots du juge, dans ma tête, en essayant d'y croire. Il avait arrêté l'audience. Il avait suspendu le droit de visite de Derek. Il m'avait cru, ou du moins, il avait enfin vu la vérité, par lui-même. Dehors, l'air était froid. Lucas a lâché ma main, pour remonter la fermeture éclair du manteau d'Aria. Je l'ai regardé, ressentant un élan de gratitude, pour lequel je n'avais pas encore de mots. Comment remercier un enfant, pour une chose pareille? De s'être levé, et d'avoir fait ce qu'aucun adulte, dans cette salle d'audience, n'avait eu le courage de faire. Quelques jours plus tard, le tribunal a ordonné une enquête officielle, sur l'activité financière de Derek.
J'ai rencontré une enquêtrice nommée par le tribunal, une femme appelée Madame Tran. Elle a écouté attentivement, a pris des notes, et ne m'a jamais regardé, comme si j'étais une moins que rien. Elle a examiné la lettre, posé des questions sur nos finances pendant le mariage, et demandé la permission d'extraire tous les dossiers fiscaux et déclarations de patrimoine, des deux côtés. J'ai accepté, sans hésitation. Je n'avais rien à cacher. Derek, en revanche, oui. En l'espace d'une semaine, son château de cartes a commencé à s'effondrer. L'enquêtrice a découvert de multiples comptes, enregistrés au nom de sociétés écrans, dans le Nevada et le Delaware. Elle a trouvé des virements vers des banques étrangères, des transactions en espèces qui n'avaient jamais été déclarées, et des incohérences fiscales. Celles-ci montraient clairement qu'il cachait des revenus depuis des années. À chaque fois que je recevais une mise à jour, je sentais quelque chose se reconstruire lentement à l'intérieur de moi. La confiance en ma propre mémoire, la certitude de mes instincts, et l'espoir que peut-être, juste peut-être, la justice pouvait exister. Pendant si longtemps, on m'avait fait croire que j'imaginais des choses. Derek avait convaincu tout le monde, y compris une partie de moi-même, que j'étais faible, paranoïaque et incapable. Mais maintenant, les faits prouvaient le contraire. L'audience finale est arrivée, plus vite que je ne l'espérais. Quand je suis rentré dans la salle d'audience, cette fois avec l'assistance d'un avocat, fourni par un groupe de soutien aux familles, je me tenais plus droite. Je ne portais pas de vêtements empruntés. J'avais trouvé un travail à temps partiel, pour nettoyer des bureaux, et j'avais assez économisé, pour une modeste robe noire et des talons solides. De petites choses, mais elles me faisaient l'effet d'une armure. Derek aussi, avait l'air différent. Sa confiance avait disparu. Son nouvel avocat parlait, avec des phrases courtes et tendues. Il n'y avait plus de regard suffisant, plus de sourire narquois. L'atmosphère du tribunal avait changé. Le juge est entré, et a commencé la séance, par une déclaration. Ce tribunal a examiné l'enquête financière, concernant M. Marot. Nous avons trouvé des preuves substantielles de non-divulgation volontaire, de dissimulation d'actifs, et de manipulation des revenus, dans le but d'obtenir un avantage, lors de cette procédure. Ce comportement contredit directement l'intérêt supérieur des enfants concernés. Il a fait une pause, et a baissé les yeux vers moi. Madame Marot, à la lumière de ces conclusions, et de votre engagement prouvé envers le bien-être de vos enfants, et ce, dans des circonstances difficiles, ce tribunal vous accorde la garde physique et légale exclusive de Lucas et Daria. Il est ordonné à Monsieur Marot de payer une pension alimentaire rétroactive. Il sera soumis à des visites surveillées, en attendant un nouvel examen du dossier. Je n'ai pas pleuré tout de suite. Je crois qu'une partie de moi se préparait encore à ce qu'on m'enlève ce moment. J'attendais que quelqu'un dise qu'il y avait une erreur ou un changement, mais personne n'a parlé. Le juge a signé l'ordonnance. Le marteau est tombé. C'était réel. Aria a poussé un petit cri de joie, et a serré ma taille. Lucas a serré ma main. Il n'a pas souri, mais ses yeux brillaient, constants et assurés. Ce soir-là, nous avons mangé des crêpes pour le dîner, et nous avons dansé, sur la musique de la radio. Rien d'extravagant, juste nous dans notre minuscule cuisine, riant à gorge déployée, jusqu'à ce que le son remplisse chaque coin de l'appartement. Après ça, je me suis assise par terre, les tenant tous les deux, sur mes genoux. Aria chantait. Lucas dessinait quelque chose, sur un bloc-notes. Quand j'ai baissé les yeux, j'ai vu ce qu'il avait dessiné. L'image d'une maison, avec 3 personnages en allumettes. Au-dessus, il avait écrit « La maison, c'est là où est maman ». Cette lettre qu'il avait trouvée, était bien plus qu'une simple pièce à conviction. C'était une bouée de sauvetage. Une porte de sortie de la peur, vers quelque chose qui ressemblait enfin à de la paix. Il aurait pu la cacher, la jeter, l'ignorer. Mais il ne l'a pas fait. Parce que, même à 7 ans, mon fils connaissait la différence entre le bien et le mal. Et, dans une salle de tribunal remplie d'adultes, il a été le seul, assez courageux, pour dire la vérité. Cela fait 6 mois, depuis ce jour au tribunal, mais j'y pense encore souvent. Pas seulement au moment où le juge a statué en ma faveur, ou à l'expression sur le visage de Derek, mais à la force tranquille, qu'il a fallu pour en arriver là. Le genre de force, qui ne vient ni du pouvoir, ni de l'argent, mais de l'amour. Celle qui continue d'avancer, quand tout le reste a disparu.
Après le jugement, la vie n'est pas devenue parfaite. Je faisais encore de longues journées de travail. Je calculais toujours chaque passage au supermarché, au centime près. J'achetais encore des vêtements d'occasion, je découpais des bons de réduction, et je disais non à des choses que d'autres familles considéraient comme normales. Mais la peur avait disparu. La pression constante, le sentiment que quelqu'un attendait pour tout nous enlever. C'était terminé. Derek a fait quelques tentatives pour reprendre le contrôle. Il a déposé une motion pour réduire sa pension alimentaire, puis a essayé de remettre en question les visites surveillées. Mais les preuves étaient solides, et le tribunal est resté ferme. Il s'est présenté à ses visites programmées 3 fois, puis a arrêté d'essayer. Je ne l'ai pas expliqué aux enfants, avec trop de détails. Je leur ai seulement dit ce qu'ils devaient savoir. Leur père n'était pas prêt à être constant, et il méritait des gens qui soient présents et qui restent. Ils ont arrêté de poser des questions, après un certain temps. Lucas parle encore de la lettre, parfois. Un soir, nous étions assis sur le canapé, et il m'a demandé « Est-ce que j'ai eu des problèmes ?» pour l'avoir prise. J'ai secoué la tête, et je l'ai regardé dans les yeux. « Non, mon bébé. Tu as été courageux. Tu as dit la vérité, au moment où c'était le plus important. » Il a hoché la tête, comme s'il comprenait, et a posé sa tête sur mon épaule. Ce moment m'a rappelé, avec quelle facilité les enfants portent des fardeaux, que nous ne voyons même pas. Il avait gardé ce bout de papier sur lui, pendant des semaines. Il avait attendu le bon moment, pour parler. Il avait choisi la justice, alors que personne ne lui avait rien demandé. J'ai commencé à suivre une thérapie. Au début, ça faisait bizarre, de parler de tout ça à voix haute. De m'entendre admettre, à quel point la situation avait été grave. Mais la guérison a besoin d'air. Plus je parlais, plus je réalisais à quel point j'avais intériorisé la honte. La culpabilité. Le mensonge selon lequel, être pauvre signifiait que je laissais tomber mes enfants. Que je devais prouver ma valeur, en ayant l'air d'aller bien, au lieu d'être simplement honnête, sur la difficulté de la situation. Ma thérapeute m'a aidé à voir une chose, que je n'avais pas vue auparavant. Je n'étais pas faible d'avoir lutté. J'étais forte, d'avoir survécu. Forte d'avoir gardé un toit, au-dessus de nos têtes. De m'être présenté au tribunal sans avocat, de faire passer mes enfants en premier, chaque jour que Dieu fait. Un week-end, j'ai trouvé un travail de bureau à temps partiel, qui offrait des avantages sociaux. Ce n'était pas glamour, mais c'était stable. Je l'ai pris. J'ai acheté un ordinateur portable, pour pouvoir suivre des cours du soir en ligne, et préparer une certification en comptabilité. C'était un domaine dans lequel j'avais toujours été doué. Mais je n'avais jamais cru que je pourrais en faire une vraie carrière. Les enfants ont commencé à aller mieux, eux aussi. Aria s'est fait une nouvelle meilleure amie à l'école maternelle, et sa maîtresse a dit qu'elle était devenue plus bavarde et plus confiante. Lucas a rejoint le club d'art de l'école, et l'un de ses dessins a été accroché, dans le couloir. Il a choisi le dessin d'un arbre avec des racines, épaisses et profondes. En dessous, il a écrit un seul mot, grandir. C'est ce que nous faisons maintenant, nous grandissons. Cela ne semble pas toujours rapide ou facile, mais c'est constant. Chaque semaine, nous nous éloignons un peu plus de la peur, et nous nous rapprochons un peu plus de la paix. Parfois, on me demande comment je suis resté si calme au tribunal. Comment je ne me suis pas effondré. La vérité, c'est que j'ai bien failli le faire. Mais quand vous êtes mère, et que l'avenir de vos bébés est en jeu, vous trouvez un moyen de continuer à respirer. De continuer à tenir debout. Pas parce que c'est facile. Mais parce qu'abandonner n'a jamais été une option. Cette histoire a commencé dans un tribunal, où l'on m'accusait d'être trop pauvre pour être une bonne mère. Elle s'est terminée avec la vérité, prononcée par la plus petite voix de la pièce. Un enfant, qui savait à quoi ressemblait l'amour, et qui n'a pas eu peur de le prouver. Nous n'avons pas gagné parce que nous avions du pouvoir, de l'argent ou une apparence parfaite. Nous avons gagné parce que nous étions honnêtes. Parce que nous sommes restés bienveillants. Et parce que, même lorsque tout était contre nous, nous avons refusé de nous briser. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est bien celle-ci, la justice n'est pas toujours facile à obtenir, mais elle finit parfois par arriver. Et parfois, lorsqu'elle arrive, elle se présente sous la forme d'une lettre pliée, dans la main d'un petit garçon.
Tenue avec un courage silencieux. Offerte avec amour. C'est ce jour-là que tout a changé. Pas seulement au tribunal. Pas seulement légalement. Mais dans mon cœur. Ce jour-là, j'ai arrêté de survivre, et j'ai recommencé à vivre. Si cette histoire vous a ému. Si elle vous a rappelé la force tranquille qu'il faut pour continuer quand tout est contre vous. Alors s'il vous plaît, prenez un instant pour aimer cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Laissez un commentaire. Que vous soyez un parent, un survivant, ou simplement quelqu'un qui croit en la vérité et en la justice, votre voix compte ici. Je les lis tous, un par un. Et si vous voulez d'autres histoires vraies, sur la résilience, l'amour, et ce que signifie se battre, pour ce qui compte le plus, abonnez-vous à la chaîne. Nous construisons une communauté ici, une communauté qui voit les personnes, et pas seulement leurs difficultés. Merci de faire partie d'eux.